De retour dans la tranche info sur Canal 10, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, ce soir nous allons parler de Cannes, puisque vous avez entendu que la colère gronde un petit peu au niveau des producteurs qui sont en pleine négociation, notamment avec l'usinier et la préfecture, mais aussi la région et le département. Et pour éclaircir un petit peu la situation, ce soir nous recevons Jean-François Dorville, docteur en physique, spécialiste de la mécanique des fluides et membre du comité technique de l'UDECAG. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aux côtés de Grégory Titus, agriculteur et membre de la coordination rurale. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et nous attendons un troisième membre s'il a le temps d'arriver, mais on démarre le débat tout de suite. Je me tourne vers vous, messieurs, on va y aller droit au but. Chaque année, on a un problème sur la canne, on a un problème sur la négociation du prix de la canne, on entend parler de richesse saccharine, on entend parler de cannes qui sont restées debout depuis l'année d'avant, on entend parler de beaucoup de problématiques. Pourquoi c'est aussi fréquent? Pourquoi c'est récurrent? Pourquoi chaque année on a les mêmes problématiques? Alors, en fait, on peut supposer que c'est directement lié à l'organisation de la filière de la canne qui pose un problème, qui n'a jamais réussi à véritablement trouver un équilibre. En tout cas, depuis la fermeture des deux dernières usines, le monopole de Gardel a mis une situation particulière qui exige de la rigueur dans l'organisation, et vraisemblablement, il y a beaucoup de problèmes qui n'ont jamais été véritablement réglés. Beaucoup de dissensions qui sont directement liées au fait du monopole, et que il faut réussir à trouver l'équilibre, le juste équilibre économique qui permette à tout le monde de vivre. Et pour le moment, la situation, c'est que ce sont les planteurs qui supportent la plus lourde charge sur leurs épaules au niveau de la canne. Donc la filière persiste et dure encore uniquement par la simple volonté des planteurs qui, dans la plupart des cas, devant les difficultés économiques, vont piocher dans leurs économies ou dans d'autres activités pour pouvoir assurer la survie de la filière canne à sucre et donc par conséquent du rhum. Parce qu'en fait, si la Elles sont interdépendantes, les deux filières. Tout à fait. En fait, pas de producteurs de canne à sucre, pas de producteurs de canne à rhum. Terminé. Voilà, c'est tout simple. Et donc, dans la situation actuelle, les producteurs, depuis plusieurs années, en fait depuis 2013, on a une chute récurrente de la richesse saccharine. Alors la richesse saccharine, c'est la méthode qui est utilisée pour évaluer la valeur de la canne. Donc c'est une formule qui dépend de 3 paramètres. Ce sont des paramètres qui sont obtenus après analyse des cannes. Et le problème, c'est que les paramètres, la manière dont la formule est organisée, on a un effet accru. C'est-à-dire que quand vous avez une canne de moins bonne qualité, la richesse va fortement descendre, et vous pouvez vous retrouver à avoir des richesses qui sont à 1, à 2, à 3 de richesse. Donc théoriquement, ça voudrait dire que dans la canne, dans une tonne de canne, il n'y aurait que 30 kg de sucre ou 10 kg de sucre. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est juste que la formule permet à l'usinier d'estimer la valeur de la canne, mais toujours en favorisant des cannes pour du sucre en vrac. Et dans la situation actuelle, le planteur livre de la canne. Dans sa canne, il y a du sucre en vrac, du sucre cristallisable. Il y a de la mélasse, il y a de la bagasse. Et pour le moment, il n'est payé que sur une petite proportion de ce sucre cristallisable. Donc concrètement, il paiera. L'agriculteur produit sa tonne de canne, il la vend à un certain prix. Le prix de rachat est moindre, puisqu'il n'est pas revalorisé depuis plus d'une décennie, je crois. Depuis 2002, la valeur versée la valeur versée par Gardel n'a pas changé. La seule chose qui a évolué, ce sont les aides qui ont été oui, pour contrebalancer, pour essayer. Mais en fait, ce sont des aides, c'est pas un prix d'achat. Et en fait, le prix d'achat est resté fixe, alors même que les coproduits, donc le sucre a augmenté, il est quasiment à plus de 600 € la tonne. La mélasse, c'est à plus de 800 € la tonne. La bagasse, c'est un peu comme de la pelette de bois, c'est à plus de 300 € la tonne. Et tout ça, ces produits dérivés là viennent de la canne, mais on ne paye l'agriculteur que pour le sucre. Une petite proportion du sucre. Parce qu'il faut bien dire que c'est qu'une petite proportion du sucre qui est payée. Et donc les producteurs voudraient pouvoir toucher un petit peu sur bagasse, mélasse. Comme tout le monde, les producteurs voudraient être payés à leur juste valeur, donc pouvoir être rémunérés à la fois sur le sucre cristallisable, la mélasse et la bagasse. Alors, monsieur Dorville, qui a établi la formule? Alors, cette formule, elle date des années 60-70. Donc, quand la canne à la richesse, le décret d'application de la canne à la richesse est passé, donc il y a eu un organisme qui a été mis en place, le CTCS, qui a été chargé de définir une formule. Donc, ils ont récupéré une formule qui existait pour La Réunion, qu'ils ont importée en Guadeloupe, sans tenir compte des spécificités.
Donc, la formule a été modifiée légèrement. En gros, ce sont des paramètres qui sont modifiés au fur et à mesure du temps, sans tenir compte de la péréquation entre ce qui est livré à l'usine et ce qui est produit véritablement. Donc, actuellement, la formule a de ça d'être tellement absurde que Gardel, mathématiquement, produit plus de sucre qu'il n'achète. C'est-à-dire que quand on regarde le pourcentage des richesses et quand on regarde le sucre qui est produit, Gardel, pour le moment, arrive à produire plus de sucre qu'il n'a payé de sucre. Parce que la formule pose un véritable problème. Parce que, donc c'est très avantageux pour Gardel. Non, l'avantage est directement à Gardel. Effectivement, quand Gardel a obtenu le monopole, il y avait une inquiétude quant au fait que l'usine puisse perdurer dans le temps. Donc tout le monde a fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte d'améliorer le niveau de rentabilité de l'usine. Donc je peux prendre un exemple. Les planteurs ont accepté de donner une partie de leur prime bagasse à Gardel pour pouvoir améliorer la qualité de l'usine. Donc c'est-à-dire que pendant 10 années, ils ont renié... C'est ça qui est assez grave pour les agriculteurs, c'est qu'ils ont consenti quand même à pas mal d'efforts ils ont fait des années. Oui, mais derrière, ils ne sont pas récompensés. Ils ne sont pas récompensés parce que y a eu un défaut de tout le monde, il y a eu un défaut des syndicats, il y a eu un défaut de l'État qui n'a pas assumé ses responsabilités. Les SICA n'ont pas joué leur rôle. Actuellement, je suis membre du comité technique de la SICA UDECAG, mais c'est la seule SICA qui a actuellement à côté des agriculteurs pour demander une réévaluation conséquente pour pouvoir lutter contre le niveau de paupérisation des agriculteurs et le risque de mort de la filière vraiment imminent. Oui, c'est juste. Bon, après, j'aime bien la première question, parce que de toute façon, j'allais commencer par là. Moi, je pense que avant toute chose, au-delà du cœur du problème, je pense qu'il faut aussi faire son mea culpa et remettre les choses en page. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une faillite collective. Parce que concrètement, quand la convention... filière entière a échoué. Oui, puisque quand la convention a été signée, on savait très bien ce qui allait se passer. On savait très bien ce qui allait venir. Et aujourd'hui... l'entité de la filière, je suis dans un syndicat, que ce soit au niveau syndical, que ce soit au niveau des SICA, que ce soit au niveau des CUMA, peu importe le corps intermédiaire, c'est une faillite collective. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui devait et qui aurait dû être, en tout cas, anticipé. Je prends l'exemple parce qu'on parlait des SICA. Aujourd'hui, les SICA ont une charge de travail telle qu'ils sont censés avoir des techniciens qui sont censés accompagner les planteurs. Les planteurs payent pour ça, payent des cotisations, payent à la tonne et tout ce que vous connaissez, sauf qu'aujourd'hui les SICA n'exercent plus ce rôle-là puisqu'elles sont devenues plus à un rôle commercial avec des charges, des budgets de fonctionnement qui sont très élevés. Donc aujourd'hui, au-delà du prix à la tonne, moi j'entends et je suis d'accord, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il y a une économie de marché aussi à faire vers le bas, on ne peut pas regarder que vers le haut. Aujourd'hui les administrateurs de coûts, par exemple, ont augmenté leur prix énormément parce qu'il y a eu la hausse du gasoil, sauf qu'ils ont bénéficié du GNR détaxé, pourtant ils n'ont pas défini les prix derrière. Donc les grilles tarifaires ne sont pas cohérentes. Si on prend les opérateurs de coupe, un opérateur de coupe touche autant à la tonne s'il coupe sur un hectare 80 tonnes que s'il en coupe 40. Sauf qu'on est d'accord que dans une entreprise, plus on produit du volume, plus le prix, tout comme nous on a dans la canne. Aujourd'hui dans la canne, plus on produit des hectares ou qu'il en soit, on gagne moins, c'est ce qui devrait aussi se passer par le bas. Je critique pas spécialement tous les modèles, mais on prend les SICA quand on parle des intrants. Est-ce qu'il y a vraiment un contrôle qui est fait par rapport aux marges pratiquées des produits des désherbants ? Les producteurs connaissent des problématiques, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de produits qui sont interdits, qui étaient beaucoup plus efficaces avant. Aujourd'hui, on leur vend d'autres produits qui sont bien plus onéreux, qui servent moins. Donc, je pense que pour moi, c'est la totalité de la filière aujourd'hui qui est à revoir. C'est pas... J'entends, en fait, il faudra augmenter le prix à la tonne, certes, mais c'est pas qu'augmenter le prix à la tonne. Il faut aussi voir aussi dans toutes les autres organisations. Et moi, si je peux lancer un appel, ce qui n'est pas le sujet en tout cas de ce soir, certes, mais j'espère que quand la récolte, peu importe ce qui se passera, en tout cas quand on arrivera au mois de juillet, qu'on arrivera à s'asseoir autour d'une table pour en parler dès maintenant et qu'on n'arrive pas comme d'habitude sur le flux tendu de dire qu'au mois de janvier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, pour avoir assisté à quasiment toutes les négociations, sauf celle d'hier, aujourd'hui, tout le monde joue une partition politique. On entend beaucoup de choses en voiture. Voilà, j'ai entendu la région hier parler, par exemple, et ça a été bien dit par M. Dorville, de comparer la Réunion à la Guadeloupe sans maîtriser réellement toutes les problématiques, le nombre de tonnages produits. On s'entremêle et en fin de compte, on assiste à des réunions où, quand on est côté État, ça fonctionne bien. Quand on est de l'autre côté,
on a un autre discours toujours de complaisance. Et à chaque fois, ce qu'on entend, je pense que M. Dorville peut en témoigner, c'est toujours ça ira, on est dans votre intérêt, on verra, mais il n'y a pas de proposition ferme. Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que déjà, il faut réellement qu'il y ait une réorganisation des SICA. Je ne suis pas là pour dire qu'il y en a trop ou pas assez, mais il faut leur redonner leur rôle. Je ne leur en veux pas parce que c'est au-dessus, c'est les institutions, la DAF qui a délégué certainement pour nous trop de pouvoir. Il faut une réorganisation. Il faut revoir aujourd'hui les opérateurs de coupe. Il faut quand même savoir que les gens soient quand même conscients que les opérateurs de coupe ont imposé à l'interprofessionnel de ne pas faire entrer la concurrence, sinon ils ne démarraient pas la campagne. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on accepte aujourd'hui même de l'interpro de ne pas favoriser la concurrence. Et on sait très bien que la concurrence permet la diminution des prix. Mais là, vous mettez le doigt, effectivement, comme M. Dorville, sur un nœud du problème. Vous parlez de revoir entièrement la filière, mais la filière dépend en grande partie de l'activité monopolistique de l'usinier, en fait. Oui, mais au-delà. Pas d'usinier, pas d'activité cadre. Oui, mais c'est pour ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et je parle sous contrôle de M. Dorville, aujourd'hui, l'industrie canadienne, c'est 80 millions, dont 50 millions qui sont octroyés par l'État. Donc après, tout un chacun, ça tourne, ça dérive. Et je pense qu'à un moment donné, ça a tellement dérivé qu'il n'y a plus de contrôle. Donc chacun essaie de tout, mais à la fin, la finalité, la réalité des faits, c'est qu'il n'y en a qu'un qui souffre, c'est celui qui le produit à la base. Alors, dans ce cadre-là, les planteurs s'organisent de plus en plus, puisque depuis plusieurs années, en particulier à l'UDECAG, où il y a un comité technique qui s'est mis en place pour pouvoir comprendre la principale problématique, c'est-à-dire la fixation de la richesse, parce que cette fixation de richesse donne la valeur de la canne. Quand vous savez que vous avez une valeur dans vos mains, vous avez quelque chose qui vaut quelque chose, vous avez la plus de facilité à développer de nouvelles activités. Et le souci, c'est qu'en sous-payant la canne, en ne valorisant pas correctement la canne, les planteurs sont entrés dans des habitudes, donc ils vont livrer la canne, sans jamais chercher à la vendre, sans chercher à la valoriser. Et donc, dans le contexte, parce qu'en fait, la demande du collectif, elle est simple, elle est de changer la donne, de passer pendant 3 années un paiement à la tonne, ne plus tenir compte de la richesse, juste pour avoir le temps de réorganiser des choses. On fixe un tarif. Un tarif qu'on fixe, qui va évoluer au fil des 3 années, en fonction de l'évolution des prix. Il faut rappeler que l'augmentation du pétrole a eu pour conséquence d'augmenter entre 30 et 135% le prix des intrants et des opérations agricoles. Donc c'est pour ça que les agriculteurs sont vraiment pris à la gorge. Le fait que au final, que la région n'ait pas accepté de moduler le prix de l'essence a aussi des conséquences. Donc en fait, c'est vraiment un problème global. Et donc il faut le remettre à plat pour pouvoir remettre les acteurs principaux, le producteur de canne. Parce qu'en fait, cette situation a des conséquences sur le long terme et on risque de la payer pendant longtemps. Si on regarde juste les opérations de coupe, si une opération de coupe n'est pas faite correctement, vous allez tasser votre sol, vous allez avoir tendance à l'appauvrir. Les opérateurs sont payés à la tonne. Donc plus ils amènent de charges, mieux c'est. Donc ils vont passer, ils vont couper, ils vont tout couper. Ils vont enlever toutes les feuilles, ils vont couper tout ce qu'ils peuvent parce qu'en fait c'est le poids qui compte. Ça a une conséquence. C'est-à-dire que la plantation ne va pas repartir de la même façon. Il faut plus d'intrants, il faut plus de choses. Donc on est dans une situation où comme on a perdu le contrôle des choses, on n'a pas donné la possibilité au planteur, à celui qui souffre, à celui qui sait, à celui qui a la possibilité de comprendre ce qui se passe au niveau de sa plantation, de prendre des décisions. Donc l'industriel qui est dans sa fonction d'industriel, lui, il a changé son fusil d'épaule. Son objectif, c'est clairement de ne pas chercher à faire du sucre en vrac, donc le sucre qu'on va acheter en magasin comme ça, c'est des sucres spéciaux. Des sucres spéciaux qui sont payés beaucoup plus. Ce sucre spécial, il peut être payé quasiment 3 fois plus. Donc en gros, on dépasse les 1 500 € la tonne. Alors, justement, M. Dorville, parce qu'on a matière brute, on produit le sucre, mais quand il est expédié, il est transformé aussi, notre sucre, finalement. Mais le problème, donc, il y a plein de produits. Le problème, c'est que si je peux me permettre, et c'est là où justement on pose problème, c'est que on est dans une succursale, en fait, au final. Et c'est bien là le problème, parce qu'on parle de profit ou de quoi que ce soit. L'usinier l'a admis, il a dit ils tablaient sur 5 millions l'année dernière, ça a été reconnu. 2022, 5 millions. Ouais, 5 millions en tout cas en termes de bénéfices, mais ce qui est important, c'est que c'est une succursale, donc ce qui veut dire que c'est pas revendu directement par l'usinier, même c'est repris par un groupe avec des cours. Donc automatiquement, la marge bénéficiaire, elle est faite de l'autre côté, mais sauf que de ce regard-là, on n'a pas de regard dessus. Concrètement. Automatiquement. Donc c'est là toute la complexité. Donc on va toujours vous dire oui, on ne gagne pas d'argent, mais c'est pas qu'on gagne pas, c'est qu'on gagne avec une autre structure sur laquelle on n'a pas de contrôle. Donc c'est un peu compliqué au final. Donc il y a des prix de vente qui varient en fonction donc en fonction des cours. Là actuellement, ils augmentent drastiquement parce que
le pétrole a augmenté, donc c'est-à-dire les biocarburants, l'éthanol a augmenté. Donc les Brésiliens, ils ont un fonctionnement très simple. Ils ont des usines, ils peuvent faire du bioéthanol, comme ils peuvent faire de la mélasse, comme ils peuvent faire du sucre. En fonction des cours, ils s'ajustent. Et ce qui est intéressant, c'est que le prix vendu, le prix d'achat de la canne au Brésil, elle dépend de ce qu'on fait de notre produit. Donc si on fait de la mélasse, on va avoir un cours en particulier. Si on fait du bioéthanol, on va avoir un autre cours. Ici, en Guadeloupe, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'on ne vous paie que le sucre, on ne tient pas compte de la mélasse, même si peut-être qu'on va en faire plus, parce qu'il y a plus d'intérêt. Donc il n'y a pas de calcul pour dire, par exemple, une tonne de canne, ça rapporte tant en sucre, ça rapporte tant en mélasse, tant en... Ça rapporte de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est 100 kilos. C'est entre donc on a 30 kilos de sucre 90 kilos de sucre à peu près, parce que plus c'est la richesse de neuf, et c'est tout ce qui est pris en compte. Après on sait que... Donc 99 kilos de sucre, mais combien on peut produire après des autres produits? Ah ouais, avec les autres produits, on peut monter quasiment... j'ai encore effectué le calcul aujourd'hui, si on tient compte des sucres spéciaux, on peut monter au-delà de 160 € la tonne. Direct, c'est-à-dire avec des cours du marché les plus bas. Les cours du marché sont fluctuants. Donc sucre normal, on est à combien sur la tonne? On est à plus de quasiment... On peut monter quasiment à 50 € la tonne. 50 € la tonne, et on peut tripler, donc on peut tripler le bénéfice en sucres spéciaux. Et il faut tenir compte du rhum qui est produit, qui est en pleine expansion. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où le planteur a pris conscience... Si je peux me permettre, ça va même plus loin que ça, parce que le sucre aujourd'hui, si on le ramène au kilo... On part sur une base d'1 euro le kilo, c'est plutôt 1000 € la tonne. Oui, non, là, moi je parle de ce que le planteur peut espérer. Ah oui, d'accord. Peut espérer. Mais si on regarde comment le cours est valorisé, on est à 2000 € la tonne de... Donc le producteur, lui, touche... Oui, non, on est vraiment dans une situation illégale et avec un manque de justice flagrant. Et c'est pour ça que beaucoup de producteurs ont arrêté quand la canne est passée à la richesse, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était de plus en plus difficile. Et là, jusqu'à présent... ils arrivaient en fonction des richesses à tenir le coup, mais comme la paupérisation, le manque de moyens fait qu'au fur et à mesure, on est de moins en moins capable d'entretenir les surfaces. Le système de coupe fait qu'on a de moins en moins d'apports de matière organique au niveau du sol. Pour pouvoir faire passer les machines, on a coupé les coupes-vents, donc on a changé... Donc la richesse saccharine globalement baisse dans tous les cas. Voilà, parce que la qualité du sol est moindre et parce qu'il faut beaucoup plus apporter au sol pour pouvoir le nourrir et que là, les intrants ont augmenté. Donc là, on a vraiment atteint une situation dramatique. Et récolte 2023, bon nombre d'agriculteurs n'étaient pas capables de payer l'opérateur de coupe. C'est-à-dire que je livre ma canne, je n'ai pas suffisamment d'argent reçu de Gardel, pour pouvoir payer l'opérateur de coupe, sachant que toutes les aides, le plus souvent, elles interviennent l'année suivante. À part la prime bagasse qui intervient à la fin de la récolte, qui a été versée plus tard. Donc en fait, vous vous retrouvez à avoir une majorité de personnes, de planteurs de moyenne et de petite dimension, qui ont des difficultés financières énormes. Et quand vous confrontez les autorités, ou bien l'usinier, ou bien la préfecture, et que vous leur exposez justement ces faits, comment ils réagissent? Depuis 2021, je travaille avec toute une équipe, Claude Auton, Édouard Joufoy, avec l'UDECAG, et on a eu plusieurs réunions avec les différentes instances, l'Iguacan, Gardel et autres. Donc ce sont des problématiques qui ont été exposées. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, les demandes ne viennent pas du ciel comme ça. C'est vraiment des choses qu'on a exposées, on a présenté, on a essayé d'expliquer. Étonnamment, le plus souvent pas de retour. Dans le meilleur des cas, des retours négatifs pour dire oui mais il raconte n'importe quoi, il parle de n'importe quoi. Et au final, on se retrouve dans une situation où l'écosystème de la canne permet justement facilement de laisser des gens venir s'exprimer, enfin venir refuser de prendre en considération la situation et laisser la chose perdurer. En gros, j'aurais tendance à dire que le but du jeu actuellement, c'est de ne rien faire et d'attendre pour voir comment ça coule ou comment ça coule pas. Sachant que dans les objectifs actuels de Gardel, vraisemblablement, c'est tout basé sur le sucre cristallisable, le sucre spécial. Ce sucre spécial demande beaucoup plus de temps à fabriquer. Donc ça veut dire que votre récolte, elle est allongée parce qu'en fait, journalièrement, les quotas devront traiter moins. Voilà, exactement. Et donc vous retrouvez avoir de plus en plus d'agriculteurs qui se retrouvent avec des cannes non coupées et pas de revenus. Parce qu'il y a un modèle économique qui a changé. Et ce modèle économique, le planteur n'a pas été
convier à ce modèle-là pour pouvoir tenir compte des évolutions et des changements. Si je peux me permettre aussi, ce qui est devenu quand même aussi compliqué, parce que je comprends ce qui dit justement qu'il n'y avait pas de retour, c'est qu'aujourd'hui les structures se retrouvent aussi à bout. Pourquoi ? Parce que vous avez un État aujourd'hui qui fonctionne à hauteur de 50 millions. Donc à un moment donné, vous dites, quand vous êtes sur une filière la subvention est supérieure, oui, largement supérieure. elle est déjà dopée, donc à un moment donné, effectivement, on peut toujours critiquer, mais aujourd'hui, l'État se retrouve à un État où il vous dit, voilà, on vous donne déjà beaucoup. Vous vous retrouvez avec un industriel, parce qu'aujourd'hui, dans les calculs, quand vous prenez 400 000 tonnes, si vous augmentez de 50 € la tonne, c'est mathématique, vous êtes à 20 millions, avec une entreprise qui vous dit qu'elle en fait 5 millions. Donc vous vous retrouvez donc dans un calcul. Aujourd'hui, on arrive un peu dans une impasse parce que tout le monde vous dit voilà, on est arrivé au moment où on a des fonds de caisse, on y est, donc on retrouve où et comme je dis, certes il y a un problème de ce côté-là, mais je pense qu'on a aussi un problème dans toute la filière, dans tout le circuit, comme il expliquait, avec les intrants, avec tous les tarifs qu'il y a, et c'est là on n'a pas contrôle. Quand même pas trop dédouaner l'usinier, parce qu'en fait l'usinier, du fait qu'ils ont insisté pour avoir le monopole, parce qu'en fait il y a eu des démarches pour avoir ce monopole-là, vous avez des obligations sociales et vous avez des obligations économiques. C'est-à-dire que vous êtes un acteur qui est en position de monopole, exige un certain nombre de choses pour le planteur. C'est-à-dire que le planteur doit apporter une canne, dans la majorité des cas, à 9 de richesse, avec des conditions particulières. Si votre pureté est trop faible, la canne est considérée comme étant non saine et loyale et marchande, et on divise par 2 votre revenu. Donc à ce niveau-là, la loi française prévoit malgré tout que l'usinier peut être considéré comme étant le patron de ses employés. Et donc, il doit assumer un minimum. Et ce minimum, on va dire, c'est le SMIC. Donc, on se retrouve dans une situation où, du fait de sa position de monopole, Gardel a l'obligation d'assurer un revenu minimum à tous les planteurs de canne qui livrent chez elle, à l'usine. Parce qu'en fait, la loi prévoit justement que, dans cette position de monopole, ils doivent assumer le rôle. Donc, il faut aussi que l'État, et on a vu que depuis tantôt, on a de moins en moins de contrôle, sur les problématiques économiques, que tout le monde assume ses responsabilités. C'est-à-dire qu'effectivement, que les planteurs reprennent le pouvoir dans la filière, que les organismes assurent un travail de qualité et que l'État vienne contrôler qu'on donne de l'argent public, ça a été indiqué, énormément d'argent qui est donné à Gardel pour son fonctionnement, et bien, il faut qu'ils assurent, il faut qu'ils fassent preuve de transparence. Parce que les 50 millions, c'est viré à Gardel. Hein. Non, pas la totalité. Il y a une totalité, c'est 25 millions. Un gros morceau. C'est 25 millions. Mais bon, on a quand même une usine du coup qui aujourd'hui vend un produit qui est subventionné à quasiment moins. Donc, elle fait 5 millions de chiffre d'affaires pour 25 millions de bénéfices. 5 millions de bénéfices pour 25 donc, millions mais donc après, quand vous partez là-dessus, donc vous dites voilà. Bon, moi après, je pense que je reviens toujours sur l'organisation de la filière et je pense qu'on doit voir parce que il y a aussi une problématique, puisque même au niveau des salaires, ça j'entends, mais le problème c'est que quand vous disposez que d'une parcelle de 4 à 5 hectares, on aura beau augmenter... Alors, justement, nous avons un jeune producteur agricole sur le plateau. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi, je m'appelle Bonin Laric, producteur de canne. Vous êtes sur quelle superficie à peu près ? Alors, moi, actuellement, je suis à peu près sur 25 hectares, mais pas 25 hectares de canne. Parce qu'en fait, j'ai commencé en canne à sucre il y a déjà, on va dire, 10 ans quand je me suis installé. Et en fait, juste 5 ans après, j'ai dû arrêter parce qu'en fait, c'était pas assez rentable. C'était pas assez rentable parce que j'étais installé sur 7 hectares. Et en ayant 5 hectares de canne, je ne trouvais pas de viabilité dans tout ça. C'était quoi les problématiques pas assez de revenus, on ne pouvait pas finir l'année, on ne pouvait pas payer toutes les charges sociales, fiscales. Donc, pour moi, ça n'avait pas d'intérêt. Donc, par la suite, je suis revenu dessus récemment, donc j'ai recommencé à remettre en place la canne à sucre pour les rotations et espérer, je me suis dit, bon, alors, comme on a des choses à revendiquer, pourquoi pas soutenir la filière. Donc je me dis, si j'abandonne, les autres vont abandonner, et c'est le cas de beaucoup de personnes dans mon bassin qui ont totalement délaissé la canne à sucre. Donc voilà, c'est la grosse problématique. Pas assez de revenus pour garder cette culture. Vous dites ça depuis des années. Vous êtes 10 ans, vous êtes depuis 10 ans. 10 ans et moi j'ai arrêté la canne il y a quasiment 5 ans et j'ai recommencé l'année dernière. Et vous venez de recommencer, c'est toujours les mêmes problématiques. On est encore pire. Pire qu'avant.
Donc il y a de quoi abandonner, hein. Franchement il y a de quoi abandonner. Quand on est un jeune, on n'a même pas envie de tenir dans ça. On n'a pas envie. Donc c'est pour ça en fait que moi je me dis qu'on doit se battre parce que la filière, il y a tout à revoir. Tout est à revoir dans cette filière. Donc vous êtes un peu d'accord avec M. Titus qui lui aussi est Oui, pour la refonte totale de la filière. De la plantation à la récolte. Ça c'est à refonder totalement. Est-ce que les autorités sont prêtes à cela? Je pense qu'il n'y a pas le choix. Hein. C'est où on accepte de laisser tomber cette filière qui est centrale au niveau agricole, parce qu'il y a beaucoup d'autres activités qui tournent autour de la filière et qui permettent justement de structurer les choses. Et, les aspects diversification, les développements de nouvelles activités ont longtemps été basés justement sur la filière. Et une chose importante, c'est que tout ce qui a été la mise en place des GFA et l'installation de nouveaux agriculteurs, en fait, il y a eu un modèle qui a été proposé, et ce modèle-là, justement, prévoyait globalement que les 5,4 hectares, ça corresponde à ce qu'un agriculteur devait planter en canne pour pouvoir subvenir un minimum à ses besoins. Donc, oui, effectivement, on peut se dire qu'il n'y a pas assez de surface, mais ce n'est pas un problème de surface, c'est un problème de rendement. Et ce problème de rendement, il est directement lié à un problème de trésorerie. Vous avez les moyens d'entretenir vos sols, de les booster, ils vont aller bien. Vous n'avez pas les moyens, ils vont se dégrader. Donc la mort de la filière, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne vont pas avoir les moyens de couper cette année. C'est-à-dire que s'il y a une aide exceptionnelle, ils ne vont pas couper. Ils vont laisser la canne là, ils vont la donner à manger aux bœufs, aux cabris, mais en aucun cas, ils vont la couper parce qu'en fait, ça leur coûter trop cher. La mort de la filière, elle sera aussi symbolique parce qu'elle va avoir des conséquences sur la qualité des sols. Donc il y a une démarche à faire, il faut bien prendre conscience qu'on est à un tournant, on a un véritable tournant, il y a tout ce qui est les exigences écologiques, la santé, l'avènement du bio, mais ça passe par des changements de fonctionnement. Des changements de fonctionnement pour être plus dans la qualité, pour être plus dans la compréhension, pour faire en sorte que les supports, on a parlé des SICA, que les SICA puissent vraiment venir en support aux planteurs pour pouvoir apporter toute l'ingénierie agronome, mais aussi économique, hein, parce que pouvoir prendre conscience que y a des fois, faut comprendre que ça ne sert à rien s'il n'y a pas de moyen d'aller couper une canne. Si vous êtes payé avec une richesse de 7 ou de 8 que vous allez avoir, vous n'allez pas être capable de payer votre opérateur, faut faire un choix. Et là, c'est pour ça que la mobilisation cette année est particulièrement profonde. C'est-à-dire que les gens Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que les producteurs, les SICA, les CUMA, tout le monde est d'accord sur le coup-ci, ou bien ça va encore partir au clash? Je réponds rapidement. Enfin, de mon point de vue, tout le monde ne peut pas être d'accord. Parce qu'en fait, là, on parle... Donc tout le monde n'est pas menacé. Donc on entend déjà. Parce que si tout le monde était menacé, tout le monde courirait dans le même sens. Tout le monde l'est, mais tout le monde y voit de toute façon. Tout le monde y voit. C'est le problème, c'est qu'on rentre dans une guerre aussi, on le sait très bien, d'intérêt aussi. Parce qu'après, on rentre dans une guerre politique, on rentre dans une guerre d'intérêt quand on a tel parti pour notre quoi que ce soit. Et bon, moi, je reste persuadé que l'avenir de la filière, comme il l'a dit, passe par une refonte, mais pour moi, par la polyculture. Ce qu'on aura beau, c'est une idéologie. Après, c'est la mienne. Là, donc je parle oui, de mutualiser les activités. Au moment où on parle, par exemple, d'autosuffisance alimentaire, l'année dernière, on a sorti 32 000 tonnes de sucre environ, alors que la Guadeloupe et la Martinique, on a besoin de 10 000 tonnes. Aujourd'hui, on produit quelque chose où on ne gagne pas d'argent pour exporter à l'extérieur et pour enrichir d'autres personnes. À quoi ça sert en fait? Autant produire pour nous et autant utiliser nos sols pour parler, comme on parle justement d'autosuffisance, pour produire d'autres produits qu'on a réellement besoin sur notre territoire. Des recommandations pour la suite? Moi, je pense que c'est l'année ou jamais. L'année ou jamais où il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir obtenir quelque chose de viable et durable. Pas des promesses comme d'habitude, quoi, parce que ça fait des années qu'on essaie de trouver des solutions et ça n'aboutit jamais. Donc souvent ça désespère les planteurs, moi je suis désespéré, hein, je vous le dis franchement. Donc je pense que cette année-ci, j'ai un peu d'espoir parce que je me dis que là, on va jusqu'au bout. Vous voulez faire bouger les choses? Voilà, on va jusqu'au bout et il y a vraiment, pour moi en fait, la filière canne, c'est un pilier en fait. Si cette filière n'existe plus, c'est un déséquilibre total en fait. Mais la question c'est à savoir, est-ce qu'on vous prend au sérieux concrètement? Parce que on vous tient un peu d'une certaine façon. Vous avez un usinier qui a le monopole, vous avez des agriculteurs qui ont déjà planté de toute façon, qui veulent vendre leurs produits, ça ne sert à rien que leur canne reste debout, c'est des pertes sèches. Donc à chaque fois on vous tient finalement et vous êtes contraint, forcé de toute façon de livrer la canne. Oui, mais
on sera contraint pendant un moment, mais au bout d'un moment, on va retourner au point zéro, c'est-à-dire que tout le monde va abandonner, à commencer par dans le Nord-Bastéan, parce qu'on est endetté à plus de 90%. Et quand il n'y aura plus de cannes, il n'y aura plus de planteurs, ben, tout le monde va mourir. La ville devra se débrouiller. Tout le monde va se débrouiller, c'est sûr. Et ça ne va pas tarder. Hein. Moi, je me dis, allez, à la limite, on a 2 ou 3 ans, maxi, si ça continue comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des gros producteurs qui, eux, pourront tirer leur épingle du jeu, si Mais- les petits meurent, eux, ils récupèrent le... C'est déjà le cas, ça. C'est peut-être le Mais cas. surtout, quand vous parlez justement de est-ce qu'on est pour sérieux, donc vous le savez très bien, la région, par exemple, qui vient siéger, qui vous dit on est là pour supporter, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils doivent 2 € quasiment à la tonne à tous les planteurs. Donc, Depuis la récolte 2023, Voilà, mais apparemment, il y a eu encore une incompréhension oui, non, mais- sur... en fait, ils l'ont expliqué. Ouais. Moi, je donne exactement les. Puisqu'ils l'ont bien expliqué. Et même tout le monde était en train de rire un petit peu dans la salle, mais c'est parce qu'en fait, quelqu'un a mal tapé un document, donc forcément, c'est passé un peu dans le truc. Donc, bon, c'est quand même des choses. Donc, quand on vient s'intéresser, on dit voilà, on est là pour soutenir, mais qu'à un moment donné, on a des choses. Enfin, des fois, ça reste quand même un peu. Mais en fait, c'est dans cet aspect folklorique, ça reste un peu la situation où on joue sur des non-dits ou sur des vides. Par exemple, la pénalisation de diviser par 50 la valeur de votre canne, c'est vraisemblablement c'est quelqu'un qui a déposé ça sur la table et qu'ils ont accepté sans même faire attention. Une chose est importante, pas de canne, pas de sucre, pas de rhum, pas de gardien. C'est la seule chose qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, il y a un déséquilibre, mais le déséquilibre, en fait, tant que le planteur n'avait pas conscience qu'il avait, au final, le pouvoir entre ses mains de décider de l'avenir de... Effectivement, il y avait un souci. Là, les choses sont en train de changer. Il y a une mobilisation depuis 2020, on va dire. Il y a de plus en plus de réflexions autour de ça. Et il ne faut peut-être pas être désespéré de voir que bientôt en Guadeloupe, on recommence à produire du jus de canne, on commence à produire du sucre liquide, on commence à produire de la mélasse pour l'alimentation des bétails, on repasse à des rendements supérieurs à 60 tonnes, puisqu'on est capable de faire 100 tonnes, voire 160 tonnes hectares de canne. Donc on n'a pas besoin de la même surface, on peut utiliser le reste de la surface pour produire autre chose. Mais ça, c'est une réflexion plus profonde. Et vous savez, on vous prend au sérieux à partir du moment où vous prenez au sérieux. Et je pense que là, devant la situation, on est face à un mur. Je vais juste prendre, comment il s'appelle, Kalala Omotunde. On est dans une autre ère, apparemment. Effectivement, on voit que les choses changent. Il y a des réflexions qui sont beaucoup plus profondes. Et qu'il y a encore de l'espoir. Mais ça va être dur. Ça va être très dur. Et ça va être dur les jours prochains? Je pense que oui, très dur. Ça risque de se bander un petit peu. Oui, parce que j'ai comme l'impression qu'on nous prend pour peut-être des enfants et on nous fait des promesses et elles ne sont jamais tenues. Les règlements, même par exemple pour l'aide à la replantation, on est payé tous les 3 ans. Mais on ne mange pas tous les 3 ans. On ne paye pas nos crédits tous les 3 ans. C'est vrai. Donc au final, on est comme des mendiants. L'aide de transport, ça tombe au hasard. Donc au final, on se demande, mais quel espoir on peut avoir vraiment sur une régularisation de nos revenus? Donc si on n'a pas une refonte totale et qu'on ne met pas les choses sérieusement en place, la filière ne peut pas tenir debout comme ça. Et on n'a même pas le temps de parler de la réattribution des baux, parce qu'il y a la partie de la région, mais il y a aussi la partie du département sur l'attribution du foncier. On en parlera peut-être une autre fois, en tout cas on verra comment ça va se décanter les jours à venir. Moi, si je peux juste rajouter une dernière Pour la chose, fin, c'est juste qu'on ait une vraie représentativité, parce qu'aujourd'hui on le voit, et je parle à des personnes qui le savent mieux que moi. Aujourd'hui, par exemple, on a un interpro qui ignore et qui insulte limite aujourd'hui les planteurs alors qu'il est censé les représenter de base. Ça. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait que la filière ne fonctionne plus, parce que de toute façon il n'y a plus de représentativité, c'est devenu trop complexe. Quand vous avez un président d'Interpro qui insulte ses agriculteurs alors qu'il est censé les emmener et justement être dans la voie, parce que c'est lui qui est censé les représenter au niveau des instances gouvernementales et usines, ça vous donne la tendance de ce qui se passe actuellement dans la le canne. président d'Interpro. Je ne pense pas que ça va changer, parce que de toute façon la configuration fait que l'année prochaine c'est l'usinier qui sera à la tête.
Bon, je pense pas que ça va réellement aider, mais C'est voilà. bon signe. Ça sent bon tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup messieurs pour tous Merci ces à vous. éclaircissements Merci. quant à la problématique de la filière Cannes. On suivra cette affaire avec grand intérêt dans les prochains jours. Et on attendra de voir aussi pour les NAO, puisque je crois qu'ils n'ont pas encore eu lieu. Donc on verra si la récolte pourra commencer dans les temps ou si on aura un petit retard, un gros retard, un moyen retard. Et donc à savoir que la date c'est le 1er mars. 1er mars. Prévu. Mais il faut. Prévu. Prévu. Oui, Oui, mais prévu. très rarement- T'allais. non, mais très rarement cette date est forcément respectée. assurée. Mais de toute façon, là, il pleut, donc c'est peut-être pas plus mal que ça soit retardé. On va dire c'est bon timing Oui, pour tout à l'instant. fait. Pour l'instant, ouais. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir. Chers téléspectateurs, on se quitte pour une page de pub et on revient. Merci bien.